Aujourd'hui, on t'emmène au musée Guimet, le musée national des arts asiatiques à Paris. Ça faisait quelques temps déjà qu'on voulait trop faire l'exposition Manga tout un art. Pourquoi ? Parce qu'on voulait voir nos héros préférés déjà, et parce qu'on voulait en savoir plus sur les origines du manga. Donc installe-toi et visite cette exposition avec nous. Pour info, elle est divisée en 3 parties. On va voir comment la célèbre grande vague d'Okusai a tout déclenché. On va plonger dans les racines de la narration bien avant l'invention du manga qu'on connaît aujourd'hui. Et enfin, on va se faire kiffer devant les planches originales de Dragon Ball Z ou encore l'attaque des titans. Allez, on commence par la première partie avec la grande vague d'Okusai. Signée Katsushika Okusai en 1831, cette estampe imprimée en milliers d'exemplaires n'est pas qu'une image, c'est une icône de l'art mondial. Elle fait partie de la série des 36 vues du mont Fuji qui présentent la montagne sacrée sous différents points de vue. Dans la vague, Okusai saisit l'instant où des marins sur de frêles embarcations luttent pour leur survie. Une vague monumentale dont l'écume fait penser à des griffes s'apprête à les submerger. Ici, le mont Fuji n'est pas le héros, il est au loin, minuscule, représentant peut-être un espoir de salut, le mot Fuji signifiant par homophonie absence de mort. Regardez cette intensité, à l'époque Okusai utilise de manière presque immodérée le bleu de Prusse. C'est ce pigment qui donne cette profondeur et cette force narrative. C'est là que le manga prend racine, dans cette capacité à styliser la nature pour créer un dynamisme pur. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous les fans de BD, cette puissance graphique a frappé l'Europe dès la fin du 19e siècle. D'ailleurs, ouvrez l'œil, Hergé lui-même y ferait référence dès 1922 dans Les Cigares du Pharaon. À sa suite, plusieurs auteurs de BD reprennent le thème de l'estampe, celui des périls en mer. D'autres s'en écartent pour investir le motif de la vague déferlante d'une valeur métaphorique ou bien en subvertir le sens avec humour. Aujourd'hui, la vague est partout. L'expo montre d'ailleurs une pièce incroyable, une robe haute couture de la maison Dior où la vague vient habiller le tissu. Que ce soit dans la mode, dans les hommages sérieux sur les périls en mer ou même dans les détournements humoristiques en même, cette œuvre est la preuve que le graphisme japonais n'a aucune frontière. Mais si Okusai a posé les bases de l'image dynamique, comment est-on passé d'une estampe unique à une histoire qui se lit page après page? Pour le comprendre, on change d'époque, direction la deuxième partie, avant les mangas. On plonge ici dans le passé pour répondre à la question comment est né le manga. On découvre que les japonais racontaient déjà des histoires en images il y a des siècles. On appelle ça les emaki. Imaginez des rouleaux de papier de plusieurs mètres de long qu'on déroule de droite à gauche, exactement comme le sens de lecture de nos mangas actuels en fait. Parfois considéré comme le précurseur des mangas ou des animés, le rouleau illustré est le mode d'expression par excellence de la narration en mots et en images dans le Japon ancien. Se comptant par centaines, les œuvres ont des sujets religieux comme profanes, peuvent être sérieuses ou divertissantes et mettent en scène guerriers, nobles et gens du peuple. Basée sur l'une des légendes les plus populaires du folklore japonais, l'histoire d'amour dramatique de Kengaku a pour thème l'impossibilité de rompre le lien unissant deux êtres lorsqu'il est fixé par le destin. Le moine Kengaku s'est épris d'une jolie demoiselle, il cherche par tous les moyens à l'oublier car le sentiment amoureux l'empêche de progresser sur la voie de l'éveil bouddhique. La demoiselle, passionnément éprise à son tour, se transforme en serpent dragon et tue cet amant qui la repousse. La légende de Tenjin raconte la vie d'un aristocrate et poète destitué de sa fonction de ministre et condamné à l'exil à la suite d'une calomnie. Après sa mort, toutes sortes de calamités sont attribuées à son esprit vengeur. Au cours du Xe siècle, afin de l'apaiser, il est élevé en dieu céleste. Tenjin est encore de nos jours l'une des divinités les plus vénérées au Japon dans environ 12 000 sanctuaires. À une époque où les connaissances scientifiques étaient limitées, la population au Japon a donné l'aspect de divinité aux phénomènes météorologiques afin d'en expliquer les variations et pour avoir des interlocuteurs à qui adresser les prières. Pour conjurer la crainte qu'inspiraient ces êtres à la puissance phénoménale, les dieux du vent et du tonnerre ont pu être humanisés avec humour. Kawanabe Kiyosai comme Kano Tamenobu avant lui les dépeint en êtres vulnérables. Le dieu du tonnerre qui a chuté dans la mer après avoir raté un nuage peine à se dépêtrer d'un crabe aux pinces puissantes. Le dieu du vent de son côté est pourchassé par un rapace car il empiète sur son domaine, le ciel. Le livre imprimé à dimension commerciale tel qu'il se diffuse au XVIIIe et XIXe siècle présente des parentés avec l'univers des mangas tant sur les plans formels et thématiques que par son caractère sériel et son mode de diffusion. On en distingue deux grands types, les livres de lecture et les récits graphiques. Les livres de lecture sont des romans sérialisés dont les illustrations occupent des doubles pages qui s'insèrent entre plusieurs pages de texte. Dans les récits graphiques, le texte occupe les parties vacantes à l'intérieur des images. Quel que soit leur genre, ces livres sont généralement imprimés en noir. La préoccupation économique et le gain de temps constituent les principales raisons à l'absence de couleurs, de même que pour les mangas. D'ailleurs, le mot manga, créé à la fin du XVIIIe siècle, s'impose avec la manga de Okusai. L'ouvrage est composé de centaines de croquis destinés à servir de modèle pour l'étude du dessin. À sa suite, d'autres artistes publieront à leur tour leur propre manuel de dessin sous le titre de manga. Allez, on passe à la partie qu'on attend tous. Apprentis ninja, démons, robots géants, collégiennes magiciennes. Ces personnages font partie de notre ADN depuis près d'un demi-siècle. Mais si aujourd'hui le manga est le fer de lance de la pop culture, son histoire moderne est née d'un choc, celui de la rencontre entre le Japon et l'Occident après-guerre. Déjà, impossible de parler de cette révolution sans citer le dieu du manga, Tezuka Osamu. Il est la figure majeure du manga moderne
moderne et un pionnier de l'animation japonaise. À la suite du succès de la Nouvelle Île au Trésor, il se lance pleinement dans la production de manga qu'il va révolutionner sur plusieurs plans. Avant lui, les cases étaient généralement conçues comme une scène de théâtre. Tezuka, lui, s'inspire du langage cinématographique. Il a observé la manière dont la caméra saisit les acteurs sous des angles variés et introduit dans le manga des procédés tels que la plongée, le gros plan, le panoramique ou le zoom. Le manga Astro Boy démarre en 1952 et est adapté en animé à partir de 1963, devenant la première série télévisée d'animation japonaise et constituant également le premier succès d'une œuvre de ce type à l'international. Avec Astro Boy, Tezuka pose les bases de l'industrie de l'animé au Japon. Avec Princesse Saphir, il crée le premier grand shoujo moderne, également adapté en animation. Dans les années 60, le manga mûrit, on découvre le mouvement Gekiga, ou dessin dramatique, qui fait entrer la bande dessinée japonaise dans l'âge adulte. Le style devient réaliste, sombre et s'inscrit dans la continuité du roman noir américain et du néo-réalisme italien en décrivant la solitude, la misère et la banalité du crime. L'expo rend aussi hommage à la révolution du shoujo. Le Japon s'est affirmé très tôt comme un producteur important de bandes dessinées destinées à un lectorat féminin. Ces shoujos sont réalisés principalement par des autrices et abordent des sujets d'une grande variété, sans se limiter aux histoires d'amour. On y trouve des drames familiaux, des récits sportifs, de la science-fiction ou encore de l'horreur dont les shoujo mangas sont à l'origine. 2 magazines hebdomadaires lancés au début des années 60 ont joué un rôle important dans leur développement, Margaret et Shoujo Friend. Les shoujo mangas ont développé une esthétique qui leur est propre, des mises en page libres et affranchies des cases, des personnages vus en pied qui se déploient sur toute la hauteur de la planche, de grands yeux scintillants. Ces procédés formels sont mis au service d'un rendu subtil de la psychologie des personnages. Le shonen. Le shonen, c'est aujourd'hui le genre le plus représenté dans l'édition de manga. À partir des années 70-80, le manga devient un phénomène mondial, d'abord télévisuel avec Goldorak, puis Dragon Ball, City Hunter ou encore Saint Seiya dans les années 80. Il popularise l'animation japonaise en Europe. Aux États-Unis comme en France, le film Akira convertit au manga un public adulte et devient une série culte. Cette diffusion coïncide avec l'essor de la micro-informatique et des premiers jeux vidéo japonais qui, comme les mangas, proposent des univers narratifs puissants et exportables. Dans les années 1990-2000, l'intégration transmédia devient totale. One Piece, Naruto ou encore Fairy Tail ne sont pas seulement des mangas et des animés, mais aussi des franchises de jeux vidéo, de cartes à collectionner et de produits dérivés. Leur succès s'explique notamment par la complémentarité des supports, lecture, visionnage, pratique ludique. Dans les années 2010, Demon Slayer illustre ce modèle global. Son manga, son animé et son premier film circulent dans un écosystème numérique où streaming, console et micro-informatique prolongent l'expérience. Pour info, la série a aussi fait l'objet au Japon de spectacles de théâtre no. Depuis 1945, l'imaginaire japonais est marqué par des figures d'apocalypse. Godzilla est une métaphore fondatrice. Godzilla est un monstre réveillé par des essais nucléaires dans l'océan Pacifique. Dans Akira, Otomo Katsuhiro dépeint un Néo-Tokyo détruit par une explosion qui rappelle la bombe et transpose la catastrophe dans un futur cyberpunk où science et politique menacent de tout anéantir. Enfin, l'attaque des titans d'Isayama Hajime reformule la hantise de la catastrophe à travers l'image d'une humanité menacée d'extermination par des forces colossales. De Godzilla à l'attaque des titans, ces œuvres partagent la vision d'une apocalypse cyclique. Dans le monde réel, l'accident nucléaire de Fukushima en 2011 a tragiquement rappelé que ces événements ne sont pas le seul fait du passé. À leur manière, ces artistes offrent à leurs lecteurs une image critique de la modernité et proposent une réflexion universelle sur la survie de l'humanité. Né au Japon dans les années 70-80 autour des conventions de science-fiction et de manga, le cosplay, pratique qui consiste à incarner par le costume un personnage de fiction, est devenu un phénomène mondial. Longtemps considéré comme un loisir marginal, le cosplay a fini par influencer la mode de luxe, séduite par son esthétique hybride et sa théâtralité. Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière a collaboré avec Naoko Takeuchi, créatrice de Sailor Moon, pour une série de vêtements où l'héroïne du manga devient ambassadrice d'un univers à la fois pop et sophistiqué. Avec le français Julien David, l'approche diffère. Les vêtements se couvrent d'impressions issues directement de l'anime Goldorak. La collection transpose ainsi l'icône des années 70 dans l'univers du prêt-à-porter haut de gamme. Yuma Nakazato, lui, crée des silhouettes futuristes puisant dans la tradition japonaise et qui par certains aspects semblent sortis tout droit d'un manga. Voilà, c'est tout pour cette exposition. On ressort avec un regard tout neuf sur nos lectures. Si vous êtes sur Paris ou de passage, foncez-y. Honnêtement, nous, on a adoré.